Très ravi de vous retrouver si nombreux devant vos écrans. À toutes et à tous, bienvenue à cette grande édition du journal sur Mandiko Télévision. Tout de suite les titres. À la une de l'actualité, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu le week-end à Addis Abeba pour une réunion sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Réunion convoquée par le président angolais Joao Lourenço, choisi médiateur. Plusieurs autres représentants sont attendus, entre autres le Rwanda. Dans un communiqué officiel rendu public le jeudi 15 février dernier, l'armée ougandaise apporte un démenti autour de sa supposée collaboration avec les M23 RDF dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Les images brandies sont celles de l'époque de force de l'EAC. Et enfin, 32 ans se sont écoulés depuis la marche organisée le 16 février 1992 par les prêtres catholiques et la société civile réclamant la réouverture de la conférence nationale souveraine. Marche fortement réprimée par les forces de l'ordre à l'époque du maréchal Mobutu. Plus de détails dans un instant. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui est attendu à Addis Abeba pour une réunion de haut niveau sur la paix dans l'est de la RDC. Une réunion cruciale alors que les combats s'intensifient entre le M23 et le FARDC. Cette rencontre convoquée par le président angolais Joao Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine, réunira également des représentants du Burundi, de la Tanzanie, du Rwanda, de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud, de la Guinée équatoriale et du Sud-Soudan. Suivez. Le président congolais Félix Tshisekedi est attendu à Addis Abeba pour une réunion cruciale sur la sécurité dans l'est de la RDC. Cette rencontre convoquée par le président angolais Joao Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine, réunira également des représentants du Burundi, de la Tanzanie, du Rwanda, de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud, de la Guinée équatoriale et du Sud-Soudan. Un communiqué est attendu à l'issue de cette réunion. Parallèlement, une autre réunion de haut niveau s'est tenue ce vendredi matin dans le cadre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Les membres de cette communauté ont examiné la situation sécuritaire en RDC en mettant particulièrement l'accent sur l'intervention militaire de la force de la communauté de l'Afrique de l'Est dans la partie orientale du territoire congolais. Christophe Lutundula a représenté la RDC lors de cette réunion. Dans un autre développement, le Conseil exécutif de l'Union africaine a annoncé aujourd'hui que la République démocratique du Congo a été élue parmi les membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Cette décision a été prise lors de l'élection des 10 membres du CPS qui bénéficieront des mandats de 2 ans. Au prochain numéro, les organisations de la société civile de la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, ont organisé une marche le jeudi 15 février 2024 pour exprimer leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front contre les rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu. Cette marche était également une occasion pour dénoncer ce qu'elle qualifie de silence de la communauté internationale face au massacre perpétré dans l'est du pays par le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Suivez. La marche est partie de la place Moulamba jusqu'au gouvernorat de province en passant par le rond-point Mundi-Roi. Au gouvernorat, un mémorandum a été lu par les manifestants. Dans ces documents adressés au président de la République, la société civile exige le retrait de la RDC des listes African Community EAC et de l'Organisation internationale de la francophonie ainsi que la fermeture immédiate des frontières avec le pays agresseur, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Les manifestants ont également appelé à la rupture des relations diplomatiques avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et les autres pays de l'Union européenne qu'ils accusent des complicités avec les éléments du M23, auteurs des massacres commis en RDC.
Nous avons manifesté pour dénoncer l'agression de notre pays par les Rwandais et l'Ouganda qui occupent une grande partie du territoire de Rutshuru, de Masisi et même de Nyiragongo. Nous ne voulons pas la guerre chez nous, nous voulons l'unité de notre pays. Nous voulons que l'intégrité de notre pays soit respectée par tous les États. Nous dénonçons également la complicité de la communauté internationale qui ne sanctionne pas Kagame. Parce que ça fait longtemps, bientôt 30 ans que Kagame inquiète le Congo, il agresse le Congo. Il y a près de 12 millions de Congolais déjà tués depuis plus de 30 ans. Et la communauté internationale oublie ces génocides du Congo. Et donc nous voulons dénoncer cette complicité de la communauté internationale, des États qui soutiennent ouvertement Kagame dans tout ce qu'il fait, les États-Unis, la Belgique, la France, l'Angleterre et même la Pologne qui a récemment déclaré qu'elle va donner les munitions, mais même les militaires pour que la guerre continue au Congo. Au cours de cette manifestation à laquelle ont pris part des centaines de personnes, la société civile a également demandé la mise à l'écart de tous les officiers militaires issus des différentes rébellions et qui sont impliqués dans les opérations militaires dans l'est du pays. Les manifestants ont aussi appelé les gouvernements à renforcer la logistique des FARDC pour optimiser leurs capacités opérationnelles afin de mettre les rebelles hors d'état de nuire. Appeler les autorités au niveau national de mettre tout en œuvre, de mettre toutes les batteries en marche pour doter nos militaires qui sont au front des moyens conséquents, des primes, des armes, afin de battre l'ennemi qui agresse nos compatriotes au niveau de l'Est de notre pays. D'encourager nos FARDC qui se sont décidés de donner la vie pour que notre patrie soit indivisible. Depuis plus de 20 ans, il y a des guerres à l'Est et le président de la République a refusé de négocier avec les terroristes. Sûrement, ce sont des Congolais. Pourquoi ne pas venir travailler avec nous pour que notre pays se développe aussi? Alors, ces accords qui ont été signés par les gouvernements passés, le président actuel a refusé de faire des négociations. Et c'est pourquoi nous soutenons ces actions, nous soutenons le gouvernement. Et c'est pourquoi nous demandons d'ailleurs de doter à nos militaires les outils conséquents pour qu'ils puissent être bien outillés au front et battre l'ennemi et les territoires, les villages qui sont pris en otage soient libérés. Depuis janvier dernier, les affrontements entre FARDC et rebelles du 1-23 se sont rapprochés de la cité des Saké en territoire de Masisi, provoquant la mort de plus de 28 civils, 50 blessés, ainsi que le déplacement de plusieurs milliers de personnes vers la ville de Goma, selon la coordination humanitaire. À ces jours, plus de 10,5 millions de personnes sont déplacées internes au Nord Kivu. La journée internationale de la femme édition 2024 sera célébrée sous le signe de la compassion à l'endroit des victimes de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Pas de wax officiel pour ce 8 mars. L'annonce a été faite par la ministre du Genre, Famille et Enfants hier jeudi 15 février lors du lancement des activités liées au mois dédié aux femmes. Laetitia Moulalo. Mars 2024, la femme congolaise est de nouveau sous le projecteur. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou, a lancé officiellement les activités du mois de la femme pour l'année 2024 qui seront placées sous le thème international « Investir dans la femme, accélérer le rythme » et accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et les filles dans la paix pour un Congo paritaire en est le thème national. Ce mois de mars sera célébré dans la sobriété totale en signe de compassion aux victimes de l'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo. Que la célébration des activités du mois des droits de la femme pour cette année ne sera pas festive avec le port des pagnes. Cependant, elle sera célébrée dans une attitude de deuil. Pour ce faire, le port de la tenue noire est recommandé pendant les activités prévues le 8 mars 2024. J'en appelle à toutes les provinces à célébrer ce mois dans la solidarité aux femmes de l'Est, à toujours porter leur soutien au président de la République
chef de l'État. Profitant de l'occasion pour faire d'une pierre deux coups, la ministre du Genre Mireille Massangu a également procédé à l'ouverture de la caisse de solidarité en faveur des victimes de l'Est de la République démocratique du Congo. Changeant de chapitre, 300 participants venus de l'extérieur et de l'intérieur du pays ont pris part au conclave du génie scientifique congolais ouvert en août dernier par le président Félix Tshisekedi. 126 projets ont été présentés au départ. 47 d'entre eux ont retenu l'attention des organisateurs de ces conclaves. Pour le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, la quarantaine de ces projets mettent en valeur l'intelligence congolaise. Commentaire de Viningali Junior. 300 participants venus de l'extérieur et de l'intérieur du pays ont pris part au conclave du génie scientifique congolais ouvert en août dernier par Félix Tshisekedi. 126 projets ont été présentés au départ. 47 d'entre eux ont retenu l'attention des organisateurs de ces conclaves. Pour le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, la quarantaine de ces projets mettent en valeur l'intelligence congolaise. Au bout de 3 semaines, nous avons considéré qu'il y avait 126 inventions et innovations qui pouvaient déjà être considérées comme qualitativement admissibles, éligibles à entrer dans l'économie nationale. On a approfondi la sélection et au bout de 2 semaines, on a retenu 47 inventions, innovations pouvant être déjà consommées comme produits d'invention d'innovation par le peuple congolais. Ces innovations sont censées améliorer le quotidien des Congolais. Les inventeurs ont souvent du mal à trouver des financements pour commercialiser leurs inventions. Selon le ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, le gouvernement congolais a déjà prévu de mettre en place des structures telles que l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolaise ANADEC et les fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle. L'inventeur n'a pas cet esprit, il peut l'avoir, hein? Je ne dis pas que tous les inventeurs n'en ont pas, mais nous devons venir susciter cet esprit pour dire, voilà, vous avez fait quelque chose d'important pour le pays. Aujourd'hui, il y a la crise de blé. On veut panifier avec le manioc. Nous sommes avec vous. Et si c'est l'argent, la République a aussi prévu les fonds de garantie de l'entrepreneuriat. Donc, il n'y a pas trop de problèmes, trop de gymnastique. Les inventions sont connues, reste maintenant leur mise en valeur effective. Les structures de l'État qui sont censées booster ces inventeurs doivent maintenant se mettre au travail pour que ces inventions deviennent concrètes et ne restent pas que sur papier. À présent, parlons société. 16 février 1992, 16 février 2024, cela fait exactement 32 ans depuis que la tragédie qui avait coûté la vie aux manifestants réclamant la réouverture des conférences nationales souveraines. Une marche convoquée par les prêtres catholiques et la société civile qui avait été violemment réprimée par les forces de l'ordre à l'époque du feu président Mobutu. Ranta lui est là pour les commentaires. 16 février 1992 marquait le début d'une tragédie qui restera gravée dans l'histoire de la RDC alors que les manifestants réclamaient la réouverture de la conférence nationale souveraine ont été violemment réprimés par les forces de l'ordre. Selon les sources officielles, une dizaine de manifestants ont trouvé la mort ce jour-là, tandis que la société civile a avancé un bilan beaucoup plus lourd, évoquant la disparition d'une centaine de personnes. De milliers de citoyens venus de différentes zones de Kinshasa avaient répondu à l'appel lancé par un groupe de prêtres intellectuels et laïcs catholiques pour réclamer la réouverture de la CNS dans ce qui fut l'une des plus grandes manifestations depuis l'indépendance du pays. Arborant bougies, rameaux et chapelets, les manifestants ont défié l'interdiction des autorités, exprimant ainsi leur désir ardent de voir la conférence nationale souveraine reprendre ses travaux. Face à cette mobilisation massive, la répression avait été violente avec des tirs,
à bout portant de la part de forces de l'ordre contre le protestataire. 2 mois après ces événements tragiques, malgré l'opposition du Premier ministre Jean Gouze à Carliband, qui dénonçait le coût budgétaire de travaux de la conférence, réunissait 2650 délégués, ces forums finalement repris ses activités. Il aboutira à la désignation de Etienne Tshisekedi comme Premier ministre du gouvernement de la transition le 15 août 1992, marquant ainsi un tournant dans l'histoire politique du pays. La CNS clôturera finalement ce travaux en décembre 1992, laissant derrière elle un héritage et de souvenirs indélébiles dans la mémoire collective congolaise. Cette commémoration rappelle la lutte pour la démocratie et le droit de citoyens en RDC, ainsi que les sacrifices consentis pour atteindre ces idéaux. Parlons justice, 6 ans déjà depuis l'assassinat de l'activiste des droits de l'homme Rossi Mukendi, sa famille biologique déplore le blocage de l'évolution du dossier devant la haute cour militaire. La dernière audience consacrée aux plaidoiries devait se tenir le 25 août 2023 mais a été renvoyée à une date ultérieure. Regardez. À quelques jours de la commémoration des 6 ans depuis l'assassinat de l'activiste de droits de l'homme, Rossi Mukendi, prévu le 25 février 2024, sa famille biologique déplore le blocage de l'évolution du dossier devant la haute cour militaire. La dernière audience consacrée aux plaidoiries devait se tenir le 25 août 2023, mais avait été renvoyée à une date ultérieure. Le jeune frère de Rossi Mukendi, Arsène Chimanga, s'indigne, se demande comment une affaire liée au meurtre peut durer plus qu'un mandat du président de la République. Les familles biologiques et citoyennes déplorent jusque-là la passivité avec laquelle la haute cour militaire s'est décidée de plonger ce dossier crucial dans le coma. Prévu pour le 25 août 2023 pour la plaidoirie, au grand étonnement de toutes les parties, cette affaire a été renvoyée sine die et jusque-là aucune notification pour cette affaire afin de permettre à la famille de cet activiste de finir son deuil. Comment est-ce que dans un état de droit, une affaire pénale liée au meurtre peut durer plus que le mandat du président de la République et des élus du peuple? C'est depuis le 10 janvier 2022 que la cour militaire de Kinshasa Matete avait condamné dans cette affaire la commissaire supérieure adjointe Karine Lokesso à la servitude pénale à perpétuité assortie de 10 ans de sûreté incompressible pour le meurtre de Rossi Mukendi. La cour avait aussi prononcé sa destitution à la police et mis le frais d'instance à charge de l'État. À l'issue de cet arrêt, la condamnée avait fait appel devant la haute cour militaire. 36 ans, Rossi Mukendi, initiateur du collectif 2016, avait été tué par balle le 25 février, alors qu'il participait à une manifestation appelée par les laïcs catholiques pour exiger les élections crédibles. Licencié en relations internationales à l'Université pédagogique nationale, il était aussi assistant dans la même université. C'était les commentaires de Merveille Loabeya. Une bonne nouvelle des retraités de la régie de voies aériennes RVA en sigle qui ont bénéficié d'une enveloppe de 1 500 000 $ américains. Cette somme a été débloquée pour leur offrir dans un avenir très proche une retraite digne des services rendus au pays. Suivez les plus amples détails dans cet élément. Dans un avenir très proche, 137 retraités de la régie de voies aériennes RVA SA vont bénéficier de leur décompte final. Au total, 1 500 000 $ américains seront débloqués par le Trésor public afin de permettre au personnel de la RVA SA éligible à la retraite de passer leurs vieux jours à venir dans la quiétude la plus absolue. Le président de la délégation des retraités Prosper Chimanga, après échange avec le directeur général de la RVA SA, Léonard Mbomambaki, a rassuré à ce sujet. Nous, les retraités, nous avons beaucoup de problèmes. Nous sommes encore à la RVA jusqu'à présent pour la simple raison que nous n'avons pas été désengagés définitivement. Nous n'avons pas encore touché le décompte final pour partir. Et il était important que nous puissions en discuter avec le DG pour voir quelles sont les solutions à envisager afin que nous puissions bénéficier du fruit de notre sueur. Nous avons trouvé une oreille attentive, ça il faut l'avouer. On sent dans ses paroles, il est convaincu, il comprend les problèmes, il doit chercher des voies et des moyens pour pouvoir
résoudre notre problème. Satisfaite par cette promesse du directeur de la RVA-SA, la délégation des retraités a remercié le chef de l'État pour les efforts consentis afin que le retraité accède au décompte final. Parlons santé, le programme élargi des vaccinations PEV en sigle a dans un communiqué annoncé l'intégration du vaccin contre le cancer du col de l'utérus chez les filles et les garçons âgés de 11 à 14 ans. Un rattrapage vaccinal possible jusqu'à 19 ans. La vaccination contre le cancer du col de l'utérus permet de prévenir les infections génitales causées par les papillomavirus humains à l'origine d'environ 90%, cancer du col de l'utérus et d'autres cancers de voie génitale. Diane Bonga pour les commentaires. Le programme élargi des vaccinations PEV en sigle a fait un point dans un communiqué le 14 février sur l'intégration du vaccin contre le cancer du col de l'utérus et apporte bien d'autres détails pouvant permettre de déjouer cette forme de cancer avant qu'elle n'atteigne des stades plus avancés. Cancer du col de l'utérus est le 4e cancer le plus répandu chez la femme, mais qu'on peut éviter grâce à la vaccination qui est très efficace contre cette maladie. En RDC, les processus d'intégration de ce vaccin dans la communauté évoluent très bien. Le PEV a tout de même tenu à rappeler les origines du cancer féminin le plus en vue avant de donner son mode de transmission à travers son principal virus qui est le papillomavirus. Plus de 95% de cancers du col de l'utérus sont causés par le papillomavirus humain, PVH en sigle, qui est l'infection virale du système reproductif la plus répandue. Le PVH se propage par contact avec le paroi génital infecté et les fluides corporels. Il peut être transmis par un rapport sexuel, y compris oral. Les infections par PVH sont asymptomatiques et se guérissent d'elles-mêmes, mais une infection persistante avec des types de PVH à haut risque peut entraîner un cancer du col de l'utérus. Et de préciser, le cancer du col de l'utérus est l'un de rares cancers évitables grâce au vaccin contre le PVH. L'Organisation de la santé recommande que les filles de 9 à 14 ans soient vaccinées contre le PVH et affirme que le vaccin est très efficace contre le cancer du col de l'utérus. Les femmes de 30 à 49 ans devraient aussi se soumettre régulièrement à un dépistage pour une détection et un traitement précoce. En mars 2022, Jean-Jacques Mbungani, alors ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, révélait que les infections à PVH étaient responsables de presque 100% du cancer du col de l'utérus chez la femme congolaise. Pour contourner ce mal, son ministère s'était engagé à mener une campagne de dépistage de masse chez seulement 5000 femmes congolaises afin d'assurer les traitements médicaux, chirurgicaux et radiothérapeutiques de cas. En mars 2022, Jean-Jacques Mbungani, alors ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, révélait que les infections à PVH étaient responsables de presque chirurgicales et radiothérapeutiques de cas. Page africaine, l'armée ougandaise a démenti à travers un communiqué rendu public ce jeudi 15 février sa présence aux côtés des terroristes du M23 RDF dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Dans cette mise au point, l'UPDF nie avoir traversé la frontière pour rejoindre les rangs du M23 sur les territoires congolais. Suivez. Uganda People Defense Force, UPDF en sigle, dément les allégations selon lesquelles elle serait dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu aux côtés du M23. Dans un communiqué de presse rendu public ce 15 février 2024, l'UPDF s'insurge contre le mensonge répandu par Jules Mulumba, selon lesquels l'UPDF serait à Rutshuru pour tenter d'authentifier ces affirmations désespérées. Il utilise des photos de notre force qui faisait partie de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est qui se trouvait
trouvée dans les zones générales des Terengero sur Bunagana, Rutshuru, jusqu'à l'axe Goma et Sake. L'UPDF n'a aucune raison d'être impliqué dans un conflit interne, sauf lorsqu'il s'agit d'un effort de paix régional, écrit l'armée ougandaise. Cependant, plusieurs sources dans la zone confirment la présence de l'armée ougandaise aux côtés du tandem M23 RDF. La traversée des troupes ougandaises a été observée au début de cette semaine. L'armée ougandaise est soupçonnée d'avoir servi de base arrière aux terroristes. Entre-temps, les terroristes du M23 RDF demeurent actifs dans plusieurs agglomérations au nord de la province du Nord Kivu. Ce communiqué indique que les photos utilisées par Jules Moulamba, porte-parole de Force démocratique pour la libération du Rwanda, FDLR en sigle, datent de longtemps. Et pour terminer, au Sénégal, la Cour constitutionnelle a invalidé jeudi dernier le report de la présidentielle. Elle a déclaré contraire à la Constitution le texte adopté le 5 février dernier par les députés reportant de 10 mois une élection prévue initialement le 25 février 2024. Diane Mbonga. Dans la foulée, le décret signé par le président Macky Sall qui reportait l'élection a été annulé selon un jugement approuvé par 7 membres de la Cour constitutionnelle sénégalaise. Constatant l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date initialement prévue, la Haute Cour a invité les autorités à organiser l'élection dans le meilleur délai. Le président sénégalais avait décidé du report du scrutin présidentiel après des accusations de corruption visant 2 membres de la Cour constitutionnelle. Des allégations consécutives au rejet de dossiers de certains candidats à la présidentielle, dont celui de l'opposant Karim Ouad. Macky Sall, qui ne brigue pas sa propre succession, justifiait aussi sa décision par la nécessité d'organiser un scrutin inclusif et transparent. Il avait notamment annoncé la tenue d'un dialogue pour élaguer les pommes de discorde. La décision a plongé les pays dans une crise qui a déjà fait 3 morts. C'est ainsi que s'achève cette édition du journal. Mais avant de nous séparer, place au rappel des titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu le week-end à Addis Abeba pour une réunion sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Réunion convoquée par le président angolais Joao Lourenço, choisi médiateur. Plusieurs autres représentants sont attendus, entre autres le Rwanda. Dans un communiqué officiel rendu public le jeudi 15 février dernier, l'armée ougandaise apporte un démenti autour de sa supposée collaboration avec les M23 RDF dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Les images brandies sont celles de l'époque de force de l'EAC. Et enfin, 32 ans se sont écoulés depuis la marche organisée le 16 février 1992 par les prêtres catholiques et la société civile réclamant la réouverture de la conférence nationale souveraine. Marche fortement réprimée par les forces de l'ordre à l'époque du maréchal Mobutu. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. L'amour est plus fort que toutes les raisons. Prenez soin de vous. À très bientôt.